Les Ménonites sont apparus en Europe au XVIe siècle en tant que groupe chrétien qui a décidé de suivre ses propres règles. Dès le début, ils ont évité tout ce qui pourrait compromettre leur foi et ont créé des communautés fermées pour contrôler ce qui se passait à l'intérieur. Au fil du temps, ils ont émigré en Amérique et se sont installés dans des régions reculées, où ils vivent encore selon leurs principes. Ils forment des colonies qui fonctionnent selon des règles strictes, imposées de l'intérieur, et évitent tout contact inutile avec le monde extérieur. Chaque groupe maintient une structure claire, où l'autorité religieuse organise ce qui est autorisé et interdit. Tout est conçu pour préserver leurs coutumes. Leurs villages ne figurent pas sur les routes touristiques et n'ont pas grand-chose à partager avec ceux qui vivent à l'extérieur. De l'extérieur, ils semblent être des communautés calmes et ordonnées. Mais à l'intérieur, les codes sont respectés, rarement expliqués. À quoi ressemble la vie quotidienne derrière ces portes closes? Et quelles pratiques se cachent derrière la routine affichée? Bienvenue à Mandar. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Commençons. Les Ménonites forment des communautés qui se distinguent du reste du monde et suivent leurs propres règles. Présents dans plusieurs pays d'Amérique, ils conservent un mode de vie qui préserve des traditions séculaires. Leurs activités, leur façon de s'habiller et leur mode de vie sont marqués par une vision religieuse stricte. Originaires d'Europe, ils ont émergé en tant que groupe chrétien, cherchant à appliquer une lecture littérale de la Bible. Au fil du temps, ils ont migré vers différents continents à la recherche d'endroits où s'organiser sans interférence. Dans chaque pays, ils ont fondé des colonies isolées, loin des villes. Ils recherchent des terres où ils ne seront pas dérangés et où ils pourront vivre selon leurs propres règles. Ils ne se mélangent pas aux étrangers et préfèrent rester en groupe fermé. Leurs villages sont constitués de maisons simples, construites avec des matériaux rudimentaires, sans détails marquants. La vie tourne autour du travail, de la famille et de l'obéissance aux valeurs transmises par les générations précédentes. Au sein de chaque communauté, chacun remplit des rôles spécifiques. Les tâches quotidiennes sont partagées entre parents, enfants, grands-parents et voisins. Les décisions collectives sont prises sous la direction de leur chef religieux. Ils guident non seulement la vie spirituelle, mais rythment également le quotidien. Leur présence est constante lors des réunions, des rassemblements et de tout ce qui touche à l'organisation interne. Chacun connaît sa place et sait comment agir au sein du groupe. Leur langue est un mélange ancien d'allemand et d'éléments du pays où ils vivent. La langue la plus courante est le Plotdietsch, qu'ils utilisent entre eux, tant au quotidien que lors des cérémonies religieuses. Cette langue renforce leur identité et différencie les membres de la communauté du reste de la population. Souvent, ceux qui sont nés et ont grandi au sein du groupe ne parlent que cette langue, car tout leur environnement fonctionne dans cette langue. Leur tenue vestimentaire établit également une distinction claire. Les femmes portent de longues robes unies avec tablier et casquette. Les hommes portent des chemises claires, des pantalons foncés, des bretelles et des chapeaux. Tous s'habillent de la même manière, tout le monde se ressemble. Il n'y a pas de place pour l'individualité ou la singularité. Le groupe fonctionne selon des codes très définis, où l'uniformité est un moyen de maintenir l'ordre et d'empêcher l'intrusion de coutumes extérieures. Technologie divulguée. Le système secret. Les colonies ménonites appliquent des règles strictes concernant l'utilisation des outils. Chaque communauté décide de ce qui est autorisé, mais elles partagent toute une idée commune. Éviter tout ce qui touche au monde moderne. La technologie n'est pas rejetée par caprice, mais parce qu'elle est perçue comme une menace pour leur mode de vie. Pour eux, toute avancée qui simplifie les choses peut perturber la routine d'efforts qu'ils considèrent comme correcte. L'essentiel est de maintenir la dépendance au sein du groupe. Si une machine peut effectuer le travail qu'une famille entière effectuait auparavant, le lien communautaire s'affaiblit. C'est pourquoi ils prêtent attention à chaque détail avant d'accepter un changement. Au lieu de l'électricité, ils utilisent des lampes à gaz. Au lieu des réfrigérateurs, ils utilisent des glacières. Dans les champs, le labour se fait encore souvent à l'aide de chevaux.
Certaines colonies autorisent l'utilisation de moteurs à combustion, mais seulement sous certaines conditions. Les tracteurs, par exemple, doivent avoir leurs pneus en caoutchouc remplacés par des jantes en métal. Cela garantit qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour quitter la colonie. L'objectif n'est pas seulement de limiter leur portée, mais aussi d'empêcher que cet outil ne devienne un moyen de contact avec le monde extérieur. Les lignes fixes sont interdites dans la plupart des endroits. Dans certains endroits, des cabines téléphoniques communautaires sont installées loin des habitations. On peut y passer des appels en cas d'urgence, mais il est interdit d'avoir une ligne privée à la maison. Les conversations doivent être brèves et avoir un objectif clair. Il est inacceptable que les jeunes passent du temps à parler pour le simple plaisir de parler. Les téléphones portables sont catégoriquement rejetés. Ils sont considérés comme des distractions, créent des images inappropriées et créent des connexions inutiles. Cependant, dans certaines communautés, certains responsables communautaires peuvent en garder un cachet, uniquement pour les questions urgentes ou pour communiquer avec des fournisseurs externes. Cette décision est prise par les responsables et n'est donnée qu'à des personnes de confiance. L'appareil est tenu à l'écart des autres et n'est pas montré aux enfants. Les ordinateurs sont également tenus hors de portée des enfants. Tout appareil doté d'un écran, d'un accès à Internet ou de contenu audiovisuel est évité. Même les téléviseurs, les radios et les lecteurs de musique sont interdits. L'argument avancé est que toute image ou tout son extérieur peut influencer la façon de penser de la famille. Les appareils ou équipements d'enregistrement empruntés ne sont pas autorisés à la maison. Les écoles ménonites n'utilisent ni projecteurs ni système numérique. Les cours se déroulent avec des tableaux noirs, de vieux livres et des crayons à la main. Il n'y a aucun appareil électronique. Les liens imposés. Le processus fermé de formation des couples ménonites. Dans les colonies ménonites, les mariages sont arrangés au sein du groupe, selon des règles établies par la communauté. Les couples se forment entre membres nés et ayant grandi dans le même environnement. Chaque union est confirmée par l'approbation des parents et des chefs religieux. L'ensemble du processus repose sur des accords familiaux et des décisions communautaires. Lorsqu'un jeune homme souhaite former un couple, il en parle d'abord à ses parents. Il consulte la famille de la jeune fille. Les deux parties discutent de la possibilité d'une telle union. S'ils sont d'accord, ils en informent les responsables de la colonie. La relation n'est autorisée qu'après cette étape. Le jeune homme et la jeune fille n'ont aucun contact direct sans cette autorisation. Les visites du couple ont lieu au domicile de la femme, en présence des membres de sa famille. L'horaire est fixé par les parents. Lors de ces conversations, il n'y a aucun contact physique, ni échange de cadeaux, ni moment partagé en tête-à-tête. Le comportement est observé dès le début. L'objectif est de démontrer un respect mutuel et une volonté de vivre au sein de la communauté. La cérémonie de mariage a lieu lors d'un rassemblement religieux. Toute la communauté y assiste. La tenue vestimentaire est la même que celle du dimanche. L'homme porte une chemise claire et un chapeau. La femme porte une longue robe et un tablier. La cérémonie comprend des prières, des lectures bibliques et des promesses simples. Il n'y a pas de décoration particulière ni inhabituelle. Après le mariage, le couple emménage dans une maison généralement préparée à l'avance. Parfois, elle est construite par des voisins. D'autres fois, une maison déjà préparée par la famille du marié est attribuée. Dès lors, les deux époux assument pleinement leurs responsabilités au sein du groupe. Ils peuvent désormais fonder une famille, participer aux réunions et assumer des rôles d'adultes. Dans la vie domestique, l'homme prend les décisions concernant le travail, les champs, les bâtiments et les relations extérieures. La femme est responsable de l'ordre domestique, de la cuisine, de l'éducation des enfants et de tout ce qui touche au foyer. Cette répartition des responsabilités s'apprend dès le plus jeune âge. Personne ne l'explique par écrit. Elle se transmet par l'exemple dans chaque foyer. Les mariages sont célébrés entre personnes d'un même groupe. Dès leur plus jeune âge, les membres apprennent que les unions se nouent avec ceux qui partagent le même mode de vie. Les familles préparent leurs enfants à suivre ce chemin. Chaque décision concernant un partenaire suit des règles fixes. Rien ne s'improvise. Chacun sait quoi faire le moment venu.
Les couples ont généralement beaucoup d'enfants. Les naissances sont fréquentes et font partie du cycle familial. Chaque nouvel enfant est considéré comme une bénédiction. Les femmes accouchent avec l'aide d'autres femmes du groupe ou de sages-femmes locales. Certaines colonies organisent des espaces au sein du foyer pour ces moments. Les mères reprennent rapidement leurs fonctions et retrouvent leur routine sans longues interruptions. Lorsque deux jeunes se marient, ils reçoivent un soutien matériel de leurs parents. On leur donne des outils, des animaux ou de petites parcelles de terre pour commencer leur nouvelle vie. On s'attend à ce qu'ils soient capables de subvenir aux besoins de leur famille rapidement. La communauté leur apprend à assumer des responsabilités dès leur plus jeune âge. Les jeunes couples s'intègrent pleinement au monde du travail et à la vie communautaire sans transition prolongée. À partir d'un certain âge, il est naturel pour chacun de se mettre en couple. Les femmes célibataires adultes ont peu de rôles à jouer au-delà des tâches les plus élémentaires. Les hommes célibataires sont également exclus des décisions importantes. L'essentiel des activités tourne autour de la famille. Par conséquent, chacun est censé suivre ce modèle. Que se passe-t-il si vous vous rebellez? Les communautés maintiennent leur organisation grâce à des règles strictes et à un système de discipline interne. Chaque membre sait dès son plus jeune âge que la transgression des règles a des conséquences. Les chefs religieux et les hommes âgés sont chargés de faire respecter les décisions collectives. Les sanctions ne sont pas imposées par la violence physique, mais par des mesures sociales qui affectent directement la vie quotidienne de la personne sanctionnée. Lorsqu'une personne enfreint une règle grave, une réunion est convoquée entre les dirigeants de la colonie. Les faits sont évalués, les personnes impliquées sont entendues et la mesure à appliquer est déterminée. Les décisions ne sont pas prises par des tribunaux externes. Tout se règle au sein du groupe, sans consultation d'institutions extérieures. Les dirigeants décident de la conduite à tenir en fonction de leurs coutumes et de leurs critères traditionnels. Si quelqu'un transgresse les limites du groupe, il risque la sanction la plus redoutée, celle qui le laisse complètement seul, sans voix ni lien avec qui que ce soit. Il ne quitte pas les lieux, mais vit comme s'il n'existait plus pour les autres. La sanction affecte tous les aspects de la vie. Au repas, il mange seul. À la prière, il s'assoit sur les bancs du fond. Au travail, elles ne reçoivent ni aide ni directive. Si elles ont des enfants, leur partenaire s'occupe d'eux sans leur participation. Les femmes âgées demandent aux autres de garder leur distance sans interrompre les activités du groupe. La sanction n'inclut ni crise ni reproche, seulement le silence. L'interdiction peut durer des semaines, des mois, voire des années, selon l'infraction commise et l'attitude de la personne concernée. Si la personne manifeste des remords sincères, présente des excuses publiques et accepte les corrections, les responsables peuvent lever la sanction. En cas de résistance, la mesure est prolongée et sa position au sein du groupe est compromise. Certaines finissent par partir d'elles-mêmes, sans qu'on leur en ait parlé. Outre l'interdiction, il existe d'autres types d'avertissements préalables. Lorsqu'une personne adopte un comportement non conforme au mode de vie traditionnel, elle reçoit la visite des aînés. Ils lui expliquent en privé qu'elle doit se corriger, changer d'attitude ou ajuster son comportement. Ces avertissements précèdent généralement la sanction formelle. Dans de nombreux cas, ils suffisent à freiner tout écart. Les responsables accordent une attention particulière aux jeunes. Si un adolescent manifeste de la curiosité pour le monde extérieur, les questions modernes ou des idées contraires à la doctrine, les adultes interviennent. On interroge les parents, on examine leur comportement et on prépare une réponse. Parfois, l'adolescent se voit confier des tâches plus lourdes où son temps libre est limité. L'objectif est de le remettre sur les rails. Lorsqu'une femme mariée commence à remettre en question son rôle, elle reçoit des avertissements discrets de la part d'autres femmes plus âgées. Elle lui rappelle comment organiser les tâches, quelle est sa place au sein du foyer et quelles attitudes pourraient générer des conflits. Si elle insiste pour changer les habitudes, les responsables du groupe peuvent intervenir. Ensuite, il est déterminé si une sanction est nécessaire. Le même contrôle s'applique aux hommes. Si l'un d'eux commence à prendre des décisions sans consulter les responsables ou refuse de remplir ses obligations collectives, il est également corrigé. Les aînés lui parlent directement. S'il persiste dans son comportement, il peut recevoir des sanctions similaires à une interdiction.
il perd le droit de participer aux réunions ou d'être entendu sur des questions importantes. Colonie du Manitoba. L'horreur nocturne qui a laissé des centaines de femmes sans voix. Entre 2005 et 2009, dans la colonie du Manitoba, située dans l'est de la Bolivie, des dizaines de femmes ménonites ont été victimes d'agressions sexuelles. Pendant des années, ces agressions se sont répétées systématiquement. Les victimes se réveillaient avec des signes de violence et aucun souvenir de ce qui s'était passé. Certaines portaient des marques physiques. D'autres se réveillaient désorientées, dans des lits différents ou avec des vêtements différents. Toutes vivaient dans le même état de confusion, de peur et de silence. Les femmes ont commencé à soupçonner qu'elles étaient agressées pendant leur sommeil. Certaines ont partagé leur expérience avec leur mère ou leurs voisins. Au début, les familles pensaient qu'elles souffraient de problèmes médicaux ou d'attaques spirituelles. Des prières spéciales étaient même proposées pour se protéger pendant la nuit. La peur s'est répandue, mais personne n'avait d'explication claire. Au fil du temps, les cas ont augmenté. Des jeunes, des femmes mariées, des jeunes filles et des femmes âgées ont décrit des symptômes similaires. Toutes ont déclaré avoir dormi profondément, puis s'être réveillées avec des signes physiques et aucun souvenir de quoi que ce soit. Certaines sont tombées enceintes sans comprendre comment cela était arrivé. Les doutes se sont accrus, mais les autorités extérieures n'ont pas été informées. Des réponses ont été recherchées au sein même du groupe. En 2009, l'affaire a été pleinement élucidée. Une famille a surpris un groupe d'hommes dans une maison la nuit. Ces hommes transportaient des seringues et des produits vétérinaires. Ils ont tenté d'endormir leurs victimes, puis les ont agressées alors qu'elles étaient inconscientes. Une fois découverts, les auteurs ont été détenus dans le quartier jusqu'à ce que les responsables décident de transmettre l'affaire à la police. Après le dépôt de la plainte, l'enquête a révélé que les auteurs utilisaient des sprays ou des injections anesthésiants. Ils sont entrés la nuit, en groupe, et ont attaqué à tour de rôle des femmes endormies. Les victimes étaient incapables de se défendre car elles étaient inconscientes. Pendant 4 ans, ce schéma s'est répété dans différentes maisons du quartier, toujours selon la même méthode. La police bolivienne a arrêté plusieurs hommes de la même communauté. Certains étaient des jeunes, d'autres des parents. Des instruments, des seringues, des sédatifs et d'autres matériels ont été retrouvés à leur domicile. Les analyses médico-légales ont confirmé les allégations. Les victimes ont été interrogées par le personnel médical et judiciaire. Nombre d'entre elles présentaient des blessures compatibles avec les agressions décrites. Le procès s'est tenu à Santa Cruz de la Sierra. Les accusés ont avoué leur participation aux agressions. Ils ont déclaré avoir agi par roulement, de manière planifiée. Ils ont affirmé avoir utilisé des sédatifs pour rendre les femmes incapables de résister. Les procureurs ont présenté des preuves matérielles, des témoignages de victimes, des analyses médicales et des enregistrements d'interrogatoires. Les juges les ont condamnés à de lourdes peines de prison. L'affaire a eu un retentissement international. Les médias de divers pays ont couvert l'affaire. Des manifestations, des débats et des publications sur les événements au Manitoba ont été organisés. Des groupes de défense des droits de la personne ont réclamé une révision complète du système interne des colonies. Des soins médicaux et psychologiques ont également été demandés pour les victimes, bien que nombre d'entre elles n'aient pas pu y accéder. Au sein de la colonie, les conséquences ont été profondes. Certaines familles ont déménagé. D'autres se sont retrouvées encore plus isolées. Les victimes ont continué leurs tâches quotidiennes, sans parler de ce qui s'était passé à l'extérieur. Ceux qui ont tenté de parler aux journalistes ont été réprimandés par d'autres membres du groupe. La question n'a pas été abordée lors des réunions communautaires. Les dirigeants ont choisi de garder le silence. Les agresseurs ont été expulsés de la communauté après leur condamnation. Leurs maisons ont été abandonnées ou cédées à d'autres. Personne ne les a mentionnés à voix haute. Leurs noms n'étaient plus mentionnés en public. La vie dans la colonie a continué comme d'habitude. Les écoles, les champs et les ateliers ont continué à fonctionner comme avant. Le règlement intérieur est resté inchangé. Les victimes n'ont pas reçu de soutien extérieur constant. Certaines ont consulté occasionnellement des médecins boliviens, mais ont repris leurs activités sans soutien psychologique. Plusieurs ont eu des grossesses après les attaques.
Dans ces cas, les enfants sont nés au sein de la communauté et ont été élevés par les mêmes familles. Aucun fonctionnaire n'était autorisé à participer aux décisions les concernant. L'enfermement mental qui commence en classe et ne se termine jamais. Les enfants ménonites reçoivent leur première éducation à la maison, guidés par leurs parents. Dès qu'ils apprennent à marcher, ils commencent à participer aux tâches ménagères. Les filles accompagnent leur mère, tandis que les garçons observent leurs parents dans les champs, les ateliers ou les étables. L'apprentissage se transmet par les activités quotidiennes, les tâches ménagères servant de base à l'apprentissage, sans découpage du temps en blocs fixes. Lorsqu'ils atteignent l'âge scolaire, ils fréquentent les centres éducatifs de la colonie. Ces écoles sont organisées par les membres du groupe eux-mêmes. Les enseignants appartiennent à la communauté et ont eux-mêmes appris cette méthode des années auparavant. La relation entre l'enseignant et l'élève est fondée sur la discipline, la routine et le respect. Les cours suivent un rythme soutenu. Les matières enseignées s'articulent autour des fondamentaux. La lecture, l'écriture et le calcul sont pratiqués. La langue principale d'enseignement est le Plautdietsch, une variante de l'allemand que tout le monde maîtrise. Certaines colonies intègrent des mots espagnols ou anglais, selon le pays où elles se trouvent. Le contenu est répété chaque année avec des ajustements minimes. L'idée est de consolider les bases sans perdre de vue l'objectif. Le matériel scolaire comprend des cahiers, des crayons, des tableaux noirs et quelques livres simples. Les élèves écrivent à la main, recopient des phrases et résolvent des calculs simples. Les cours sont dispensés uniquement avec du matériel physique, comme des craies, des cahiers et des tableaux noirs. L'attention est maintenue grâce à des règles claires. S'asseoir, écouter, copier et obéir. Chaque journée commence et se termine par de courtes prières. Le mobilier scolaire est construit en groupe. Bancs, bureaux et armoires sont en bois, fabriqués par les hommes de la colonie. Chaque classe accueille un petit nombre d'élèves. Les classes sont souvent mélangées dans une même salle. Un seul enseignant enseigne plusieurs niveaux à la fois. L'organisation dépend de la taille de la communauté. L'année scolaire est courte. Les enfants fréquentent l'école pendant quelques années jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau jugé suffisant par les adultes. À l'adolescence, ils quittent l'école et rejoignent le monde du travail à temps plein. Dès lors, chaque élève assume un rôle en fonction de son sexe. Les filles aident à la maison, tandis que les garçons participent aux travaux agricoles ou artisanaux. Les élèves révisent constamment les mêmes tâches. Ils écrivent des prières religieuses, font des additions et des soustractions, et s'exercent à lire des textes bibliques. L'enseignant corrige à la craie, répète d'une voix ferme et souligne les points à améliorer. Les progrès sont observés par la cohérence du comportement et la répétition correcte des tâches. Les enseignants ne sont pas formés dans le système économique qu'ils maintiennent sans s'exposer. Les communautés ménonites ont développé un système économique autosuffisant basé sur le travail agricole, la production artisanale et la vente directe de leurs produits. Chaque famille gère ses propres terres, organise ses cultures et élève des animaux en fonction du climat et du sol. Les principaux revenus proviennent de ces activités quotidiennes, qui occupent une bonne partie de l'année. Les cultures les plus courantes sont le maïs, le blé, le soja et les légumes. Les outils utilisés sont conformes aux normes internes de chaque colonie. Certains permettent l'utilisation de machines adaptées, tandis que d'autres utilisent la traction animale. Dans tous les cas, le travail est réparti entre les membres de la famille, y compris les enfants et les adolescents ayant déjà quitté l'école. Outre l'agriculture, de nombreuses familles produisent des produits alimentaires faits maison. Elles fabriquent du pain, des conserves, du fromage, du beurre, des saucisses et d'autres aliments durables. Elles produisent également des objets en bois, des textiles, des meubles et des pièces mécaniques. Ces activités assurent un revenu stable tout au long de l'année. Chaque membre du foyer participe à une partie du processus. Les produits finis sont vendus lors de foires locales, sur des marchés ou dans des points de vente organisés avec des tiers. Pour mener à bien ces transactions, certaines familles désignent un ou deux représentants chargés de traiter avec les acheteurs. Ces représentants voyagent avec les produits, négocient les prix et reviennent avec les recettes.
Cette fonction n'est pas déléguée, sans supervision. Seules les personnes expérimentées et approuvées par le groupe y participent. L'argent obtenu sert à couvrir les besoins de base: outils, vêtements, fournitures scolaires, médicaments et pièces détachées. Les familles gèrent leurs revenus avec soin. Elles réservent une partie pour les urgences et consacrent l'autre à l'amélioration de leur maison ou de leur terre. Les décisions économiques sont prises au sein du noyau familial, toujours sur recommandation des anciens. Chaque colonie a des accords internes concernant les prix, les quantités et les points de vente. Si un membre produit plus que les autres, il est tenu de maintenir un certain niveau de capitaux propres afin d'éviter des écarts importants. Des limites sont également fixées quant aux partenaires commerciaux. Les chefs définissent les partenaires extérieurs dignes de confiance. Toute transaction doit être approuvée par eux. Le système économique est organisé sans banque ni prêts commerciaux. L'argent circule en espèces, dans des enveloppes ou des boîtes conservées à domicile. Certains quartiers utilisent des systèmes de bons ou de livrets internes pour enregistrer les dettes entre voisins. Ces registres sont basés sur la confiance. La tenue des registres est assurée par les participants. Aucun système de comptabilité externe n'est utilisé, ni aucun intermédiaire numérique accepté. Les ateliers de mécanique participent également à l'économie locale. Certains hommes se spécialisent dans la réparation de moteurs, de pièces agricoles ou de pièces métalliques. Ces services sont proposés aux membres du groupe comme aux personnes extérieures. Les réparations sont effectuées avec des outils adaptés à l'environnement, sans recourir à des technologies étrangères aux règles du groupe. Les femmes participent à l'économie en produisant des aliments, des textiles et des articles ménagers. Elles confectionnent des confitures, des gâteaux, des vêtements, des nappes, des oreillers et des bougies. Certaines travaillent en groupe, partageant des espaces de cuisine ou de couture. Elles emballent ensuite les produits, les étiquettent avec les informations de base et les livrent aux responsables de la distribution. Tout se déroule dans le cadre approuvé par la communauté. Dans certains cas, les hommes font appel à des chauffeurs externes pour transporter les produits vers des marchés éloignés. Ces transporteurs ne font pas partie du groupe, mais connaissent les règles et les respectent. Ils effectuent des déplacements occasionnels sans s'impliquer dans la vie interne. Les contacts se limitent au transfert de marchandises. Une fois leur tâche terminée, ils repartent sans entrer dans les espaces communs. Les bénéfices économiques sont partagés au sein de la famille. Les parents allouent de petites sommes aux enfants qui participent aux travaux. Cette pratique leur apprend à gérer leur argent et à valoriser l'effort. De petites réserves communes sont également créées entre voisins pour faire face aux situations difficiles, comme les incendies, les tempêtes ou les maladies. Certaines familles concluent des accords avec des fournisseurs locaux pour se procurer de la farine, de l'huile, des outils ou des médicaments. Ces achats sont effectués sur demande et récupérés à des points définis à l'extérieur du quartier. Décomposition totale. Ce que ceux qui ont franchi la frontière ont vécu et ne sont jamais revenus, dans différentes régions du continent, des personnes élevées dans des colonies ménonites ont décidé de partir. Le processus ne se produit ni soudainement ni rapidement. Il exige préparation, opportunité et silence. Les histoires de ceux qui ont réussi à partir partagent des points communs. Observation constante, désir refoulé et départ sans adieu. La plupart de ceux qui partent commencent à s'interroger sur leur environnement dès l'adolescence. Ils entendent des conversations fragmentées, voient des détails qui ne concordent pas ou s'intéressent à l'inconnu. Ces signes ne sont pas exprimés à voix haute. Ils sont conservés pendant des années, tandis que les routines imposées sont respectées. La préparation se fait dans la tête, tandis qu'à l'extérieur, rien ne change. Certaines personnes accèdent à des informations externes par l'intermédiaire de personnes travaillant à l'extérieur de la colonie. Parfois, un chauffeur, un fournisseur ou un contact spécifique répond à une question clé. Parfois, une phrase, une adresse ou une recommandation suffisent. Cette étincelle suffit à lancer le projet. Les femmes qui partent le font dans des conditions plus complexes. Nombre d'entre elles ne savent pas comment sortir de la colonie. Elles n'ont pas de contact personnel et ne connaissent pas les itinéraires. Certaines convainquent un ami,
d'autres demandent de l'aide à une personne de confiance. Les sorties sont organisées la nuit ou lors de déplacements planifiés, avec des excuses précises. Les hommes ont tendance à avoir plus de latitude. Certains occupent des emplois qui nécessitent de quitter le périmètre. Ces occasions servent de répétition. Elles observent, posent des questions et marchent sans éveiller les soupçons. Lorsqu'elles prennent leurs décisions, elles connaissent déjà le chemin et savent qui chercher. Elles utilisent la logique apprise à la campagne pour se déplacer calmement. Ceux qui parviennent à s'échapper cherchent du soutien dans des centres religieux, des gares routières ou des maisons recommandées par des connaissances extérieures. Certains arrivent en ville sans savoir lire la signalisation. D'autres demandent de l'aide directement. Souvent, des organisations civiques ou des églises les guident. Les premiers jours sont déroutants. Tout ce qu'ils voient et entendent est nouveau pour eux. Les personnes qui partent ont tendance à parler peu pendant les premières semaines. Elles sont constamment en alerte. Elles évaluent chaque personne, pèsent chaque phrase. La confiance s'installe lentement. Les premières conversations naissent après plusieurs nuits passées sous un toit sûr. C'est là que l'histoire commence, avec de longues pauses et des mots simples. Les femmes racontent leur journée avant le départ, avec des détails empreints de peur, de doute et de calcul. Certaines ont pleuré avant de partir. D'autres ont marché des heures sans se retourner. Plusieurs ont confié leurs jeunes enfants à des proches, espérant revenir les chercher plus tard. Chaque décision a laissé des traces difficiles à effacer. Les hommes décrivent comment ils ont caché des lettres, des cartes ou des numéros de téléphone dans leurs vêtements. Certains ont planifié ce plan pendant des années. D'autres ont attendu un seul signe. Dans tous les cas, ils se sont préparés mentalement à couper les ponts avec leur communauté. Ils ont compris qu'une fois la frontière franchie, ils ne pourraient plus y retourner sans condition. Ceux qui parviennent à commencer une nouvelle vie le font généralement avec l'aide d'autrui. Parfois, ils reçoivent une réponse. Pour d'autres, le silence indique que le contact a été rompu. Certains continuent comme s'ils n'avaient jamais été là. D'autres encore gardent en eux des scènes que personne d'autre n'a vues. Ce qu'ils ont vécu a façonné leur façon de penser, de voir le monde et de parler aux autres. Dans leur nouvel environnement, beaucoup tentent d'expliquer leurs origines, mais les mots ne suffisent pas. Certaines choses ne peuvent être comprises que si elles sont vécues de l'intérieur. Ce qui leur est arrivé ne se résume pas à un simple écrit ou effacé par le temps. Ils se manifestent dans leur façon de réagir à certains ordres, dans leur rapport à l'autorité, ou dans les silences qu'ils gardent lorsqu'on les interroge sur le passé. Les colonies continuent d'exister. Certaines s'agrandissent, d'autres s'isolent. Pendant ce temps, ceux qui sont partis portent en eux une histoire que peu connaissent. Reste à savoir ce qui se cache encore dans ces villes fermées et combien d'autres voix restent encore à entendre.